Mesdames, Messieurs, bonjour. Jean-Louis Debré, bonjour. Bonjour. Merci de votre présence pour cette rencontre autour de votre dernier livre, Le Dictionnaire amoureux de la République. Je dois vous avouer que je me réjouis particulièrement de ce moment que nous allons passer ensemble, une petite heure, et à en juger par l'affluence, je ne suis pas le seul. L'important, ce n'est pas de juger l'affluence au départ, c'est à l'arrivée. Je pense qu'on va en récupérer quelques-uns en cours de route. Jean-Louis Debré, vous êtes le fils de Premier ministre, petit-fils d'un des fondateurs de la pédiatrie moderne. Ça fait très nécrologie. Non. Je vous signale, je me porte bien. Non, mais il est important pour que les deux personnes, peut-être qui ne vous connaissent pas trop bien dans la salle, resituent qui vous êtes. Et je vais me permettre ce petit propos. Donc, arrière-petit-fils d'un rabbin alsacien qui a fait le choix de la République et de la France, vous-même êtes enfant d'une République, la 5e, dont votre père, Michel, fut l'un des principaux rédacteurs de la Constitution. Cette République vous a fait, entre autres, maire d'Évreux, conseiller général. Vous avez également été adjoint au maire de Paris. Vous avez été député, ministre de l'Intérieur, président de l'Assemblée nationale et président du Conseil constitutionnel. C'est pas vrai. Eh oui, tout ça. Rien d'étonnant donc à ce que le docteur en droit que vous êtes, qui exerça les fonctions de juge d'instruction, en charge notamment du grand banditisme, avant de vous consacrer plus récemment à l'écriture, ne rende hommage à cette République avec votre dictionnaire amoureux. Alors j'aurais ma première question, elle est presque d'évidence. Dictionnaire de la République, on voit bien, mais pourquoi amoureux? Parce que je suis amoureux. Non, j'appartiens à une famille où on doit tout à la République. Car je suis issu par ma famille paternelle, par mon Debré, d'une petite famille d'Alsace, une petite famille juive d'Alsace. Et mon arrière-arrière-grand-père a été, dans cette petite commune de Weishofen, le premier élu juif après la Révolution française. Et en 1870, mon arrière-grand-père a choisi la République et a quitté l'Alsace pour ne pas être prussien. Et il a transmis à tous ses enfants et petits-enfants une chose: aimer la République, aimer les valeurs de la République, défendez la République. Naturellement, la République n'est pas la panacée, mais c'est un régime qui permet la liberté d'expression, qui permet aux hommes et aux femmes de croire ou de ne pas croire en une religion. C'est un régime qui permet de se déplacer sans autorisation. Et donc voilà, moi j'ai été amoureux de la République. Et aujourd'hui, où plus personne ne croit en rien, il faut croire en une chose, en la liberté. Sans la liberté, il n'y a pas d'égalité. Sans liberté et sans égalité, il n'y a pas de souci de fraternité. On parle d'un dictionnaire. Donc... Mais avant de ça, je voudrais juste vous faire part d'une expérience extraordinaire. Car j'ai vécu juste, quand j'écrivais ça, une expérience qui était la présidence du Conseil constitutionnel. J'avais à ma droite et à ma gauche deux hommes exceptionnels. Deux hommes qui avaient été présidents de la République et qui ne se supportaient pas. Et je les observais. Des gens intelligents. Et je me souviens, la première réunion, très impressionné, vous avez à votre droite et à votre gauche des monuments de la République. On étudiait un texte sur la lutte contre l'immigration et mon voisin de droite, bonsoir monsieur, bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, vous l'avez reconnu, c'est Nabila. Non, est-ce que je peux dire un mot? Je vous en prie, monsieur le président. Voilà, écoutez, quand j'étais président, le problème de l'immigration se posait déjà. Ah bon. Il faut toujours faire comme ça. Hein. Mais à l'époque, mon Premier ministre n'était pas très bon pour la lutte contre l'immigration illégale. Je regarde mon voisin de gauche, je me dis « Sauvez les sourds », il n'a rien entendu. Au bout de quelques minutes, mon voisin de gauche fait « Je voudrais dire quelque chose. » N'en rajoutez pas. Je peux m'exprimer, nous sommes en République. Je dis oui.
j'ai entendu tout à l'heure mon collègue, ils ne s'appellent pas par leur prénom, ils ont oublié. Il a été président de la République, moi aussi. Et la différence entre lui et moi, c'est que j'ai été réélu. Et là, c'est une expérience extraordinaire de la solitude du pouvoir. Parce que vos 8 camarades autour de la table sont complètement pliés, tellement ils rient. Les 2 voisins de droite et de gauche sont immobiles, regardent vers la ligne bleue des Vosges. Et vous êtes là. Et à ce moment-là, mon voisin de gauche, voyant qu'il y avait un petit problème, se penche vers moi et me dit « Dis-moi, j'ai dit une connerie ?» Et finalement, ce qui est extraordinaire, c'est, j'en reviens à ce dictionnaire, c'est l'idée m'est venue de montrer qu'à travers l'histoire de la France, l'histoire de la République, ces hommes qui ont servi la République ont appris la liberté d'expression, mais ils n'ont pas encore appris l'amitié. Au détour de notre échange, vous nous raconterez peut-être aussi... Vous racontez plein d'autres anecdotes. Voilà, vous nous raconterez peut-être... Un jour, celle de Lady Di. Je vais vous raconter celle-là, pardon. Celle de Lady Di est bien aussi. Quoi? Celle de Lady Di est pas mal non plus. Lady Di, oui. Un jour, je vois l'un des grands présidents rentrer dans mon bureau et dire « Dis-moi, t'es au courant? Au courant de quoi? Il paraît qu'il a eu une petite aventure avec Lady Di. » Je dis « Tant pis, on s'en fout, tant pis pour Lady Di. » Il me dit « Je vais l'interroger. » Vous n'avez pas interrogé en séance du conseil, savoir s'il a couché avec Lady Di, mais vous êtes malade. Mais vous êtes malade. Et puis si vous me faites ça, très simple, hein, je ne vous serre plus la main. J'irai plus prendre une bière avec vous. Te fâche pas, je dirai rien. On étudie une loi sur la rétroactivité de la mesure fiscale de l'article 213 ter du Code des impôts. Vous voyez, un truc vraiment marrant, quoi, un truc qui vous prend. Et tout d'un coup, mon voisin de gauche pense à mon oreille. Et comme il sait qu'il est un peu sourd, comme les gens qui savent qu'ils sont sourds, il parle fort. Et il me dit dis-moi, tu crois qu'il s'est fait? La séance était finie. Bon, je vous interromps. Voilà, donc je pense que notre échange va être émaillé de ce genre de témoignages. Moi, je voudrais qu'on revienne justement à votre dictionnaire. Et évidemment, il fait une place très importante aux nombreuses personnalités. On va penser à Jaurès, on va penser à De Gaulle, Clémenceau. Mais il a surtout le mérite de mettre en lumière un certain nombre de personnes, et je pense notamment à des femmes qui ont contribué à faire que la République est ce qu'elle est. Bon, je pense notamment à Julie Victoire Daumier. Oui, ce qui m'a beaucoup frappé, parce que je suis un passionné d'histoire, c'est que lorsque vous lisez des livres d'histoire, elle est écrite par des hommes, l'histoire, et ils ne parlent que d'eux. Et j'étais très frappé, car un jour, je me suis dit... L'ouverture de l'éducation nationale, de l'enseignement aux femmes. Qui est-ce? Alors j'ai interrogé, on m'a dit, mais c'est Jules Ferry, c'est Victor Duruy, c'est Camille C. Oui, c'est vrai. Mais s'il n'y avait pas eu cette femme, Julie Victoire Daubié, une Vosgienne, qui s'est battue pour avoir le droit de passer le bac, personne n'en voulait. Finalement, il y a le recteur de l'université d'Aix qui décide que, puisqu'elle est tellement ennuyeuse, cette femme, on va lui permettre de passer les épreuves. Elle n'a aucune chance. C'est la fille du gardien d'immeuble de Bain-les-Bains dans les Vosges. Et ce n'est pas la fille du gardien d'immeuble qui connaît le grec, le latin, les auteurs anciens. Donc il dit à ses collègues, voilà, on va accepter qu'elle passe ses épreuves, on va la coller, et puis on en a fini avec cette emmerdeuse. Oui, mais les épreuves écrites ont lieu, et Julie Victoire est la meilleure en tout. Ce qu'il ne savait pas, c'est que Julie Victoire est orpheline depuis l'âge de 5 ans, et qu'elle a été élevée par son frère, qui est curé, qui lui a appris le latin, le grec, tout. Alors, l'université est chamboulée. Mais qu'est-ce qu'on fait? Alors on commence par dire, il y a encore l'oral.
On constitue un oral où il n'y a que des hommes qui sont contre l'entrée des femmes dans l'enseignement. Et Julie est la meilleure, sauf en mathématiques. À ce moment-là, le recteur, c'est comme tout fonctionnaire, lorsqu'il y a un problème, on ouvre un parapluie. Il se tourne vers le ministre et dit « Monsieur le ministre, qu'est-ce que je fais ?» Et le ministre, M. Roland, ministre de l'Instruction publique, fait cette déclaration fantastique. « Tant que je serai ministre, et pour ne pas déshonorer mon administration, je ne signerai jamais le diplôme de bachelière à une femme. » Et il faut que pendant 1 an, elle se batte avec des avocats pour qu'on reconnaisse qu'elle a enfin le droit d'avoir son diplôme de bachelière. Et c'est elle qui a ouvert l'enseignement aux femmes. Après, les politiques n'ont fait que suivre. Très bien, tant mieux. Quand on parle du droit pour les femmes de voter, naturellement, c'est De Gaulle, naturellement, c'est le Conseil national de la résistance. Mais s'il n'y avait pas eu Hubertine Auclair, que personne ne connaît, que personne ne cite, et qui s'était enchaînée aux grilles de l'Assemblée nationale parce qu'elle voulait avoir le droit de voter les impôts qu'on demande aux femmes, et elle disait « il faut que les femmes ». Mais s'il n'y avait pas eu ça, les politiques auraient été beaucoup moins forts. La première femme avocate, Jeanne Chauvin, alors qu'aujourd'hui, il y a des avocats partout. Lorsque Jeanne Chauvin rentre dans la 2e chambre de la Cour d'appel de Paris pour prêter serment, l'avocat général le montre des doigts et dit « Madame Chauvin, vous ne serez jamais avocate. » Mais pourquoi, monsieur l'avocat général ? Parce que pour être avocat, il faut avoir accès au raisonnement juridique. Or, les femmes n'ont pas la capacité d'avoir un raisonnement juridique. Et puis même, si elle gagnait son procès en direct, c'est à cause de ses charmes. Et il a fallu le combat de ces femmes pour avoir le droit d'être des citoyennes à égalité. Je me souviens même, un jour, le préfet de Paris décide que pour conduire une voiture, il faut une autorisation. Alors les syndicats de police vont voir Monsieur le Préfet. Monsieur le Préfet, vous n'avez quand même pas donné une autorisation à une femme de conduire une voiture. C'est dangereux, une femme au volant. Jadis, hein, je ne sais pas besoin. Le préfet consulte les avocats disent non, il y a, en 1880, il n'y a pas de raison d'éliminer les femmes. Alors un soir, le préfet donne le permis de conduire à une femme, la première, mais il prévient les policiers qui se mettent devant son domicile, place Saint-Augustin à Paris. Et lorsque la dame sort sa voiture, elle fait 100 mètres. Hop, il arrête! Excès de vitesse. Je ne sais pas comment ils ont fait, il n'y avait pas de radar. Et cette femme va être la première femme en France à avoir son permis de conduire, une contravention et un retrait de permis. Voilà le combat pour la République. Car derrière tout cela, c'est le combat pour l'égalité des droits, l'égalité civique. La première femme bâtonnière, ça c'est extraordinaire, les journalistes sont des gens extraordinaires. Voilà, dans le barreau des Sables-d'Olonne, on élit une bâtonnière. Les avocats ne sont pas rendus compte que c'était une femme. Alors le journaliste va interroger le doyen des avocats de Sables-d'Olonne. « Maître, pourquoi vous avez osé faire qu'une femme soit bâtonnière ?» Et l'avocat a répondu « Parce que son mari a eu une très belle conduite pendant la guerre. » Voilà d'où on vient. Voilà ce combat. Parlez-nous aussi de quelqu'un pour laquelle j'ai une tendresse un peu particulière, c'est Nafissa Sidkara, aussi qui occupe une place dans votre dictionnaire. Oui, Nafissa Sidkara, c'est la première femme musulmane membre d'un gouvernement de la République. C'est en 1959. Et Nafissa Sidkara, qui est une Algérienne, élevée par l'école de la République, son premier discours, 1959, est dire à ses sœurs algériennes, la République, la liberté suppose que vous enleviez votre voile. Vous avez les mêmes droits, les mêmes devoirs que les hommes. 1959. Vous dites dans votre introduction, et c'est un peu pour rebondir sur ce que vous venez de dire,
D'ailleurs, vous citez Ernest Renan et vous dites que la République, c'est un rêve d'avenir, et un peu plus loin, c'est une espérance commune, une ambition. Est-ce à dire que la République est toujours en construction? Toujours en construction? Puisque c'est un rêve d'avenir, c'est quelque chose qui... Ça, c'est une phrase de Renan. C'est un rêve d'avenir partagé. Oui, la République, ça se crée, ça s'espère et ça se construit chaque jour. Car les conditions de l'égalité d'il y a un siècle ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Et d'où l'importance de la République. Mais ce que je voudrais dire, c'est que lorsque on parle de la République, je cherche parce que j'ai une très bonne mémoire, mais j'ai pas oublié la page. Voilà. Lorsque on pense à la République, les républicains, lorsqu'ils ont imaginé progressivement la République, ils ont, à l'instar de ce qu'a dit Renan, c'est un rêve d'avenir partagé. Il faut croire en la République. Et nous sommes au moment de la Révolution, et la République, ce ne sont pas uniquement les institutions. Un président de la République élu, c'est un parlement qui contrôle. Non, les républicains, au lendemain de la Révolution, se disent « il faut avoir foi dans la République, il faut aimer la République ». Alors ils regardent et ils disent « mais finalement, les chrétiens ont quelque chose d'intéressant. Ils font réaffirmer leur foi régulièrement à leurs fidèles. Le chemin de croix du Christ, les prières. » Alors il y a un républicain qui dit « voilà, on va créer, on va imaginer une prière à la République. » Oui, mais ils n'ont pas beaucoup de talent. Il y en a un qui dit « mais j'ai une idée. Il y a le « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. » Eh bien, on va faire une prière en se servant de cela. Alors ils réfléchissent et ça devient cela. Salut, Marianne, pleine de force. Le peuple est avec toi. Le fruit de tes entrailles, la République est bénie. Sainte Marianne, mère du droit, aie pitié de nous. Sainte Marianne, délivre-nous. Vierge de la liberté, délivre-nous des rois et des papes. Sainte Marianne, Vierge de l'égalité, délivre-nous des aristos. Sainte Marianne, Vierge de la fraternité, délivre-nous des soldats. À la fin, je suis moins d'accord. Sainte Marianne, Vierge de la justice, délivre-nous des juges. Sainte Marianne, prie pour nous. Vive la démocratie, la République sociale et universelle. Ils ont copié les prières républicaines parce qu'ils avaient compris avant nous que la République, ce n'est pas simplement les institutions, ce ne sont pas simplement des hommes et des femmes, c'est une croyance. C'est une croyance en un régime politique pour les hommes sur Terre qui peut, plus que d'autres, leur apporter le respect et la dignité. Dans votre ouvrage, on croise aussi, dans ce dictionnaire, beaucoup d'écrivains et de poètes. On se demande parfois ce qu'ils viennent faire là. Oui, mais que serait la République s'il n'y avait pas eu ces prêtres, ces poètes, ces prêtres? Victor Hugo. Que serait la République si Victor Hugo ne l'avait pas chanté? Que serait la République si Lamartine, dans son discours de Mâcon, n'avait pas exalté la République? Ils ont donné, tous ces poètes, tous ces écrivains, à la République une dimension sentimentale. L'amour, c'est pas simplement vous aimez votre mari ou vous aimez votre femme, pas uniquement pour son physique, encore que ça compte, mais vous aimez votre mari ou votre femme parce que se dégage de lui ou d'elle quelque chose qui est surnaturel. Eh bien, la République, il se dégage de quelque chose, de cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen, quelque chose parce que des poètes, parce que des écrivains ont voulu lui donner une dimension sentimentale.
Et c'est pour ça qu'il faut être amoureux de la République, naturellement. Et bien justement, à côté de ces poètes, il y a aussi les symboles. Et vous y consacrez plusieurs chapitres. Des symboles. Ces symboles que sont le bonnet phrygien, que peuvent être par exemple les arbres de la liberté. Et donc il y a d'ailleurs un chapitre, une entrée qui s'appelle Culte et symboles. Donc est-ce qu'aujourd'hui, ces symboles ont encore un sens? Pensez-vous qu'ils ont un sens et que, notamment en résonance par rapport aux jeunes, ils ont la place qu'ils ont dans la résonance qu'ils doivent avoir sur la République? Je ne sais pas s'ils ont la place qu'ils veulent, mais pour croire, pour aimer, pour être attaché, il faut des prières, mais il faut aussi des symboles. Il faut le symbole de Marianne. Marianne. Pourquoi Marianne? Nous sommes au lendemain de la Révolution. Les révolutionnaires se disent qu'il faut donner à la France une image, un symbole. La France, la République, c'est quoi? Il faut la matérialiser. Les hommes et les femmes ont besoin d'avoir un objet de culte. Alors, les hommes commencent par dire on va symboliser la France par le coq gaulois. Alors, quelques députés qui disent écoutez, on va quand même pas donner à la France l'image d'un animal de basse-cour, c'est pas sérieux. Alors, comme il n'y a que des politiques hommes, ils disent on va donner à la France l'image d'un homme, c'est la fierté, c'est la force. Non, donnons plutôt à la France l'image d'une femme. C'est d'ailleurs l'époque où les philosophes du XVIIIe siècle considèrent qu'une nation, un pays, c'est comme un être humain, ça naît, ça vit et ça meurt. Donc on décide de donner à la France l'image d'une femme. Mais comment appeler cette femme? La France de la Révolution est très laïque. Elle ne veut pas entendre parler, plus entendre parler de cette collusion entre l'Église et l'État. Elle va nous amener, cette France politique, très rapidement aux lois de séparation des églises et de l'État. Donc elle ne veut pas entendre parler d'un prénom chrétien. Mais la France est pénétrée des valeurs chrétiennes. Alors les deux prénoms les plus utilisés dans la chrétienté, c'est Marie et Anne. Et on fait une contraction de Marie et de Anne, et ça devient Marianne, symbole de la République. Symbole de la République, avec, à travers les différentes Mariannes, on voit l'évolution, parce que jusqu'en 1870, à l'époque où il y avait des significations, la Marianne avait un bonnet phrygien. C'est le symbole du combat. C'est le symbole. On résistera, on n'acceptera pas de revenir à la monarchie. La République se bat, la République est un combat. Et puis à partir de 1870, 1875, où la République est installée, on enlève le bonnet phrygien et on met une couronne de laurier ou une couronne de blé qui montre que la République est apaisée. C'est l'époque où on dit travaillez plus pour gagner plus. Ça a été dit à l'époque. Enrichissez-vous de Guizot. Il n'a rien inventé, le petit. Hein. C'était repris. C'est votre ami. Donc, si vous voulez, la République est un combat, mais on enlève le bonnet phrygien, parce qu'on considère que maintenant, il n'y a plus de remise en cause du régime. Le drapeau est essentiel, car c'est autour du drapeau qu'on va rassembler l'unité de la nation. Le patriotisme, pas le nationalisme, est également très essentiel, parce que lorsque la nation traverse une crise, traverse un drame, c'est autour du symbole de cette pérennité de la nation, Marianne, la cocarde, le drapeau, que des hommes et des femmes d'origines différentes, de couleurs de peau différentes, de religions différentes, vont se retrouver, se rassembler pour continuer à vivre ensemble. Je crois savoir d'ailleurs que vous possédez une très belle connexion de Marianne. Moi, je suis amoureux de Marianne, oui, j'ai beaucoup de Marianne, parce que Marianne me permet, à travers le buste de Marianne, de refaire l'histoire de la France, l'histoire de la République française. Je pense que je rêverais dans une nouvelle vie d'être professeur d'histoire, car il faut apprendre l'histoire à travers des symboles, à travers des idées, à travers des choses réelles. L'histoire, ça se construit. Nous sommes ce que nous sommes
qu'il y a eu notre histoire, même si on a inconsciemment, on n'en a pas conscience. Le peuple français, avec ses particularités, s'est construit autour de son histoire, soit en la rejetant, soit en l'acceptant, et toujours en l'aimant. On a parlé tout à l'heure de Julie-Victoire d'Aubier. Il y a un autre Alsacien qui a beaucoup marqué la République, c'est Jules Ferry. Et pourtant, je dirais que Jules Ferry a été très très décrié au moment où il a fait ce travail. Vous dites de lui, monument de notre histoire nationale, héros de la République. Et pourtant, il a déclenché un torrent de haine à cette époque-là, même du côté des Républicains. Ouais, mais alors si vous voulez pas être critiqué, il ne faut pas faire de la politique. Hein. Le jeu en politique, c'est d'être... Les Français, ils sont extraordinaires, ils sont toujours pour ce qui est contre et contre ce qui est pour. Alors, et dans l'action des hommes politiques, c'est là où il faut toujours prendre du recul, il y a de bons éléments et de moins bons éléments. Ferry a été un personnage extraordinaire. D'abord, il a été le symbole pour toute une région de la dignité de l'Alsace et de la Lorraine. Des années, c'était lui qui symbolisait le retour à la mère patrie. Il a eu une action extraordinaire au moment de... prenant d'ailleurs la suite des Républicains, notamment d'Hippolyte Carnot, avec cette volonté de créer un enseignement public, car il avait compris que la République avait besoin d'un enseignement de maître et de s'ouvrir à l'époque ce qu'on appelait aux classes laborieuses qui n'avaient pas accès à l'enseignement. Et puis, donc, son action est incomparable. Alors après, il y a eu une action plus contestée à l'époque, qui était toutes les expéditions coloniales. Mais on comprend très bien quelle est la philosophie de Ferry. Il faut constituer un empire colonial pour le rayonnement de la France, face à l'empire anglais, face à l'empire allemand. Il faut que la France des droits de l'homme, la France de la liberté, puisse avoir dans le Pacifique, en océan Indien, en Afrique, de l'autre côté de la Méditerranée, des endroits où elle peut développer sa civilisation. Mais ça a été très contesté. Si vous en avez assez, hein, vous le dites. Hein. Oui. Justement, on va rester sur la politique et vous écrivez que la politique a toujours été un métier du spectacle, peut-être même plus aujourd'hui qu'hier. J'ai dit que la politique était un métier... vous l'avez écrit, Oui. La politique a toujours été un métier du spectacle, plus aujourd'hui probablement qu'hier. Oui, naturellement, c'est un métier du spectacle. Il n'y a pas toujours des bons acteurs. Mais plus aujourd'hui que... J'ai présidé l'Assemblée nationale. L'endroit important de l'Assemblée nationale, aujourd'hui, ce n'est pas l'hémicycle. C'est la salle des 4 colonnes, où vous avez les journalistes qui vous attendent. Je me souviens, souvenir personnel, je n'ai pas mis. Un jour, je fais un discours remarquable. Ça m'est arrivé une fois. Ah, mais j'avais travaillé, c'était bien. Ah, mais parfait, je passe à la télé. Ah, je m'émerveille moi-même. J'arrive dans ma ville d'Évreux, je tombe sur une dame. Monsieur le maire, je vous ai vu à la télé. Oui, vous aviez une cravate superbe. J'ai dit des choses intéressantes, madame. Oh, votre cravate. Est-ce que vous pouvez me dire où vous l'avez achetée? Je voudrais la même pour mon mari. Elle n'avait rien écouté. Aujourd'hui, le système médiatique, l'image, prime le fond. Et c'est ça qui est terrible. On arrive à une aseptisation du langage politique. L'important, si vous voulez passer à la télévision, je le disais toujours à mes camarades, ne dites surtout pas du bien de vos amis, ils s'en foutent. Si vous voulez passer à la télévision, dites du mal de vos amis. Là, la télévision,
Comme vous êtes toujours en train de chercher à faire des buzz, vous cherchez la phrase qui critique la phrase, qui conteste la phrase, qui va dénigrer. Si vous dites « Oh, imaginez qu'un jour, mais c'est purement une hypothèse, j'ai pu dire du bien de Sarkozy. » Là, je serais passé à la télé, parce que j'en ai dit tellement de mal. C'était nouveau. Aujourd'hui, nous avons un système, du fait de la concurrence des médias, est tel qu'on ne cherche plus le fond, mais la forme. Et on est dans un système fou. Et je vais prendre un exemple que je cite toujours dans les écoles de journalisme ou de droit où je vais. Il y a un an, on parlait de la loi El Khomri. Je ne parle pas de ce qu'il y avait dans cette loi. Mais vous avez tous, journalistes, dit il y a une pétition d'1 million de personnes contre cette loi. Vous l'avez vu, la pétition? Mais vous avez accrédité l'idée, lancée par Internet, certains, qu'il y avait 1 million de personnes qui avaient signé une disposition contre cette loi. Et donc, on est aujourd'hui dans un système qui est totalement fou, où on condamne sans preuve, on dénonce sur des rumeurs, et la presse, qui est à la remorque des réseaux sociaux, relaie toutes ces informations. On voit aussi que c'est un système qui s'auto-alimente, notamment les réseaux sociaux aujourd'hui, et notamment à la lumière de ce qui s'est passé lors de la dernière élection. On a bien vu qu'une grande partie du discours politique ou de l'attitude politique s'est faite sur, aujourd'hui, non pas sur la tribune, non pas face aux gens, mais dans l'espace numérique. Mais aujourd'hui, pour exister, il faut passer dans les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, c'est devenu l'AFP d'il y a 50 ans. Et que vous, journalistes, si vous ne dites pas dans votre journal qu'il y a eu une pétition d'1 million de personnes contre la loi El Khomri, vous serez considéré comme n'étant pas au courant de rien, et vous accréditez l'idée qu'il y a eu cette pétition. Et donc tout le monde se manipule. Et le politique, dans ça, eh bien, il faut qu'il rentre dans le jeu. Et comment il va rentrer dans le jeu? Par des petites phrases, par des trucs assassins, par des propositions complètement folles. C'est n'importe quoi. Et en plus, aujourd'hui, avec ce mot transparence, on est rentré dans la société de la délation. Et la délation, c'est-à-dire qu'on dénonce sans preuve. Et moi, qui ai été longtemps magistrat et juge d'instruction, je suis extrêmement choqué. Car on lance en pâture un nom, peu importe le nom. Il est déjà condamné. Sa défense, c'est terminé. Et donc, on rentre dans un système où on ne parle plus du fond, on n'est que dans l'apparence, dans l'immédiateté, et vous, journalistes, vous reprenez, vous êtes complètement dans la main des réseaux sociaux. Alors ça, tout va bien. Je ne partagerai pas tout à fait votre avis, mais... Vous avez le droit, vous avez le droit. Ben oui, heureusement. Donc, moi, je voudrais quand même rebondir sur ce qui vient d'être dit. Les affaires, ces derniers mois, ont quand même beaucoup... Les affaires autour du monde politique, ont quand même un petit peu secoué l'opinion. Et est-ce qu'ils sont de nature à fragiliser la République? D'abord, les affaires, elles ont toujours existé. Je passe l'affaire Stavisky, la garantie foncière. J'en ai. La République, c'est cela. Parce que la République, ce sont des hommes. Alors, la seule différence entre la République et d'autres régimes qui ne sont pas républicains, c'est que la République a la capacité de dénoncer ses propres scandales. Regardez ce qui se passe en Union soviétique, ce qui se passe dans certains pays totalitaires. Il faut une révolution. On se rend compte tout d'un coup avec la révolution qu'une famille s'est enrichie, etc. Nous, on est quand même dans ce système de liberté capable de dénoncer. Alors, il faudrait positiver plutôt que négativer, comme on peut dire. Positiver, oui, moi je suis satisfait, triste parce que c'est dommage, mais satisfait quand, au sein même de la République, on arrive à condamner un certain nombre de personnes qui, ayant des responsabilités, ont enfreint la loi. Mais
très peu de régimes sont capables de faire ça. Et donc, c'est valorisant pour la République, mais à la longue, par cette médiatisation, ça a trop souvent abouti à un décalage entre l'opinion publique et les élus, quels qu'ils soient. Et donc, on a vu dans notre pays, depuis bien longtemps, se lever des vagues anti-parlementaires, d'antiparlementarisme, en 1956, en 1936, et tout ça n'a jamais été de bon augure. En 1936, ça a amené après une espèce de réaction de 1938 et compagnie. En 1956, ça a contribué à effondrer la 4e République. Et toute notre histoire est une histoire du décalage entre le Parlement et le peuple, mais ça, c'est très compliqué. Je voudrais qu'on s'arrête, on va revenir au dictionnaire, qu'on s'arrête sur un mot qui est important dans ce dictionnaire. C'est le mot laïcité. Vous écrivez « Carrefour des droits et des libertés, la laïcité est au cœur de notre République ». Oui, parce que la laïcité permet qu'on se rencontre ici, qu'il y ait des gens qui croient, des gens qui ne croient pas, des gens qui croient, qui sont catholiques, juifs, protestants, musulmans, et on vit ensemble. Est-ce qu'elle n'est pas un peu malmenée ces derniers temps, cette notion de laïcité ? Mais surtout, ne parlons pas de laïcité positive. Parce que si on parle de laïcité positive, ça veut dire qu'on admet qu'elle soit négative. Or, il n'y a pas un pays au monde qui arrive à vivre ensemble s'il n'y a pas cette laïcité. Le drame de ce qu'on vit aujourd'hui, c'est qu'un certain nombre d'adversaires de la France voudraient faire tomber ce principe de la laïcité, pour qu'on ne reconnaisse qu'un Dieu, qu'une religion. Eh bien non. Je vais prendre un exemple qui peut choquer certains. Quand est arrivée devant le Conseil constitutionnel la loi sur le mariage pour tous, que nous avons légalisée, c'est-à-dire qu'on n'a pas considéré que c'était une atteinte à la Constitution. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il y a une séparation de l'Église, des Églises et de l'État. Le raisonnement est très simple. Est-ce que permettre à 2 hommes et à 2 femmes de se marier, est-ce que ça vous enlève des droits à vous ? Non. Alors vous pouvez penser ce que vous voulez. Votre religion peut vous interdire. Mais au point de vue de l'État, de la République, du droit, rien ne va contre cette loi. Et justement, c'est la chance que nous avons d'avoir eu en 1905 une séparation des églises et de l'État. Et je disais, dans toutes les réunions que je faisais aux étudiants, vous pouvez penser ce que vous voulez du mariage pour tous. Vous pouvez être contre, vous pouvez que c'est absurde, que c'est révoltant. Ne vous mariez pas religieusement. Mais reconnaissez avec moi que ça ne vous enlève aucun droit et aucune liberté. Et donc, la force de la laïcité, c'est de pouvoir faire vivre ensemble des hommes qui croient, d'autres qui ne croient pas, d'autres qui sont sceptiques, et qui se retrouvent sur d'autres valeurs. Le drame de ce qui se passe dans les pays musulmans aujourd'hui, c'est que la loi, ce n'est pas la loi de l'État, c'est la loi de la religion. Et ils ne s'en sortiront pas. Je me souviens avoir eu une discussion avec des juristes israéliens qui me disent, nous, on est dans une situation terrible. À Jérusalem ou à Tel Aviv, c'est le pays au monde où il y a le plus d'homosexuels. Mais comme nous appliquons le droit religieux, nous ne pouvons pas reconnaître. Or, il y a un jour, il va y avoir un problème. Et donc, ils ont accepté que les couples homosexuels aillent se marier à Chypre, et ils reviennent après, et on transcrit dans les actes d'état civil. Et ils me disaient, mais comment est-ce que vous y êtes arrivés ? Nous sommes arrivés parce qu'il y a la séparation des églises et de l'État. Il y a le domaine de l'État, le domaine du droit, le domaine des relations civiles, civiques, et puis il y a le domaine des croyances, ceux des religions. Alors, ça ne veut pas dire, la laïcité, que l'État se désintéresse des religions. Le rôle de l'État dans le système de laïcité,
c'est de permettre à ce que chacun, en fonction de ses convictions religieuses, puisse assumer la religion qu'il a choisie. Et moi, je souffre aujourd'hui, je vous le dis comme je le pense, quand je me promène dans la rue, de voir autour d'églises, de synagogues ou de mosquées des policiers en armes. Car s'il y a un endroit où il ne devrait pas y avoir cette protection, c'est bien les édifices religieux. Mais ce siècle de l'intolérance fait qu'aujourd'hui, on essaie d'attaquer les pays qui ont fait de la laïcité leur règle fondamentale. Le pacte républicain, la République, elle repose sur ce qu'avaient d'ailleurs vu les républicains de 1905, sur il y a le domaine temporel et le domaine surnaturel. Donc la laïcité est essentielle. Vous ne renoncez à rien. Et il faut enseigner la laïcité, car ça permet aux enfants de s'asseoir à côté d'un enfant qui n'a pas sa religion. Et je le dis depuis toujours, c'est un de mes vœux, il faudrait enseigner dans les écoles les grandes religions. Les enseigner. Après chacun fait ce qu'il veut. Quand j'étais ministre de l'Intérieur, j'avais introduit à l'école des commissaires de Saint-Cyr, au Mont-d'Or, un enseignement des grandes religions, pour que l'on ne soit pas surpris de certains gestes, pour qu'on ne soit pas révolté devant certaines attitudes. Donc, fondamentalement, ne cédons rien sur la laïcité. Vous consacrez dans votre dictionnaire un certain nombre d'entrées à des présidents de la République. On a le sentiment qu'il y en a un, justement, qui occupe une place un peu particulière, non? Je ne sais pas si vous avez déjà été amoureux, mais je ne parle que de ceux dont j'étais amoureux. Et lui, vraiment, il y a quelque chose. Celui-là, non. Non, mais d'abord, il y a des présidents qui ont joué un grand rôle. Mitterrand ne peut pas passer. Je n'étais pas spécialement amoureux de Mitterrand, mais ça a été un personnage. D'ailleurs, le drame aujourd'hui du Parti socialiste, c'est qu'il n'y a plus de patron. Or, Mitterrand était un patron. Alors, on peut contester Mitterrand. C'est vrai qu'il a beaucoup critiqué De Gaulle. Il a critiqué la Constitution. Il a parlé d'un coup d'État permanent. Mais quand il est arrivé, c'est lui qui l'a le mieux appliqué. Et il a fait 2 mandats. Il avait, dans ses promesses électorales, annoncé qu'il réduirait le mandat à 5 ans. Il ne l'a pas fait, parce qu'il se trouvait très bien à l'Élysée. Ça a été un président qui a marqué, ne serait-ce marqué par un certain nombre de choses. On peut être pour ou contre, mais il y a eu des réformes. Je prends une, l'abolition de la peine de mort. Problème extrêmement compliqué. Il a eu, comme un certain nombre d'hommes politiques, le courage d'appliquer ce qu'il avait promis. De Gaulle, on ne peut pas ne pas parler de De Gaulle, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Il a été cet homme exceptionnel de cette rencontre entre une personnalité, une voix et les événements. Non seulement en 1940, mais en 1958. Et ce qui est fascinant sur De Gaulle, c'est qu'il a, pendant très peu de moments, dans l'histoire de France, il est arrivé à bouger les choses. Vous savez, on parle beaucoup... Macron, c'est le nom de l'actuel. Macron va légiférer par voie d'ordonnance. C'est un drame. Oui. Sauf si on regarde l'histoire de France, c'est pour ça que l'histoire est importante. Quand la France s'est réformée? En 1936, Léon Blum, à gauche, hop, en 6 mois, il fait toutes les ordonnances et il change tout. Après, les mecs gueulent. De Gaulle, en 1959, tout. Mitterrand, 81. Si on veut réformer ce pays, eh ben, il faut... regardons l'histoire de France. Et regardons comment ces hommes et ces femmes qui sont arrivés à changer les choses l'ont fait avec des mesures qui étaient dérogatoires du droit commun, mais qui ont abouti à passer sur les oppositions. Donc voilà, je cite un certain nombre d'hommes politiques
au regard du fait qu'ils ont pu changer les choses. Jacques Chirac? Je l'aime. Jacques Chirac, je pense qu'il fait partie des derniers grands présidents. Je suis infiniment, et combien il avait eu raison, de ne pas avoir emmené la France dans la guerre de l'Irak. Car si ce que nous vivons aujourd'hui dans cette région du monde, c'est cette volonté qui a été celle des Américains de déstabiliser cette région du monde pour s'y installer eux-mêmes. Et tout ce qu'on vit aujourd'hui est la conséquence. Et je me souviens, Chirac, je ne l'ai pas mis dans le livre, quand il a refusé d'engager la France derrière les Américains, il m'avait dit, attention, on est en train de créer partout des petits Ben Laden. Et en déstabilisant l'Irak, puis la Syrie, etc., on a aujourd'hui une situation qui est ingérable et extrêmement préoccupante, avec des intérêts qui sont quand même des intérêts assez fascinants, puisque voilà des terroristes, et qui les arme? Les grandes puissances. On voit l'URSS fournir des armes à tel groupe terroriste, les Américains à tel autre. On est fous. On a déstabilisé une région du monde et on a abouti à cette multiplication des guerres régionales. Et la multiplication des guerres régionales avec le système médiatique fait qu'on exporte partout le terrorisme. J'ai vécu, moi, comme ministre de l'Intérieur, tous les attentats de 1995. C'était ça. C'était ça. Et on s'était rendu compte à un moment que les terroristes, de manière dramatique, faisaient exploser leurs bombes peu avant le journal télévisé. Pourquoi? Pour que, immédiatement, on fasse peur. On crée une psychose. Et c'est de la peur et de la psychose qu'on trouble un pays et qu'on déstabilise un pays. Et donc aujourd'hui, le terrorisme a évolué dans une espèce de volonté à la fois de mettre un terme à la laïcité, mais aussi de déstabiliser tous ces pays démocratiques. Est-ce que vous regrettez de ne pas avoir fait figurer certaines... Est-ce que je regrette quoi? De ne pas avoir fait figurer certaines personnes dans votre dictionnaire? Oui, naturellement, je regrette parce qu'il aurait fallu 3 tomes. Il a fallu 3 tomes et que l'éditeur me dit ça suffit là. Mais j'ai beaucoup d'autres personnages avec Valérie Bochnek qui est là. On a écrit un livre qui est pour moi un livre que j'ai beaucoup aimé, Ces femmes qui ont réveillé la France. Il y a beaucoup d'autres femmes à mettre qui ont joué un rôle essentiel. Il y a beaucoup d'inconnus, d'illustres inconnus qui ont fait bouger les choses. Et je pense qu'il y a... oui, on est passé à côté de beaucoup de choses. Mais c'est un choix. Je le dis dans l'introduction, le choix dictionnaire amoureux, c'est-à-dire qu'on ne fait pas le dictionnaire de la République, on choisit. Et ce que j'ai voulu choisir dans ce dictionnaire, ce sont des hommes, des femmes, des lieux, des poètes, des architectes, des comédiens, des artistes qui avaient contribué à l'édification de la République dans ce combat permanent. Je pense qu'une femme comme Colette a été essentielle pour la progression des idées de liberté. Je pense que George Sand a été pour aussi l'égalité homme-femme un moment essentiel, car elle a fait comprendre avec son autorité, avec sa force, avec sa puissance, qu'on ne pouvait pas continuer à être les hommes contre les femmes contre les hommes. Ce sont des gens qui ont une intuition, qui devancent le peuple et qui nous devancent tous. Voilà, je crois qu'on arrive quasiment au bout. Je vais vous poser encore une dernière petite question. J'ai peur qu'on arrive au bout du rouleau, mais non. Non, du rouleau, non. D'ailleurs, vous avez pu remarquer, M. Debré, que la salle s'est encore remplie depuis le début. Donc, oui, parce qu'il pensait qu'il y avait un cocktail. Vu l'heure, effectivement, on pourrait l'imaginer. Cela dit, donc, je vais vous poser cette dernière question, et en reprenant une formule que vous utilisez assez régulièrement, j'ai quitté la politique avant qu'elle ne me quitte.
Et qu'est-ce que ça ne veut pas dire que vous ne vous y intéressez plus. Et à ce titre, je voudrais que vous nous disiez un petit peu quel est le regard fort de tout votre parcours que vous portez aujourd'hui sur la manière de faire de la politique. D'abord, toute ma vie a été de découvrir des mondes nouveaux. J'ai commencé par 15 ans de juge d'instruction, chargé du terrorisme ou du grand banditisme à Paris. Ça a été un bonheur. Et puis il y a un moment où je me suis dit, mais il faut que j'aille voir autre chose. Et je me suis dit, fruit de l'influence de ma famille, il y a un moment où la génération nouvelle doit prendre le relais de la génération qui s'en va. Donc je me suis engagé en politique. J'ai été très heureux, j'ai eu un parcours grâce à Chirac tout à fait exceptionnel. Mais il y a un moment où vous n'avez plus le feu sacré. Et donc j'ai voulu quitter. La politique, c'est le métier le plus ingrat, le plus dur que je connaisse. Et il y a un moment où on ne supporte plus les critiques, où on ne supporte plus la contestation, où on n'a plus envie de réaliser. Et puis il y a un moment où les électeurs vous chassent. Et bien, je me suis dit, ben, tu vas prendre les devants. Et j'étais président de l'Assemblée nationale et j'avais décidé d'arrêter. Et c'est là où Chirac m'a dit, tu vas arrêter, mais tu vas prendre la présidence du Conseil constitutionnel, tu ne feras plus de politique, tu n'as plus le droit d'en faire, mais ça te fera un sas. Et quand j'ai quitté le Conseil constitutionnel, j'ai continué à écrire de plus en plus. Je suis allé dans les médias pour découvrir des mondes différents, pour découvrir des hommes et des femmes différents. Quel bonheur de changer de métier, quel bonheur de rencontrer des personnalités. Vous savez, dans la vie, on rencontre beaucoup de copies et très peu d'originaux. Mais en allant dans ces métiers différents, ben, je rencontre des hommes et des femmes qui m'apportent beaucoup. Il y a un jour, j'avais fait un livre avec un SDF. Alors, il y a un journaliste qui m'a dit, mais pourquoi vous n'écrivez pas plutôt un livre sur Chirac que sur le SDF? Mais je lui dis, mais le SDF m'a apporté beaucoup plus que Chirac. Parce que cet homme m'a donné la possibilité de regarder un monde que je ne connais pas. Chirac m'a apporté beaucoup. Et donc, je trouve que le sel de la vie, c'est de changer, c'est de rencontrer des gens nouveaux, c'est d'échanger avec des personnalités différentes, c'est de toujours se remettre en question. Voilà, je veux conduire ma vie et non pas me faire conduire par la vie. Écoutez, merci d'ailleurs pour ce que vous nous avez apporté. Et je vous recommande la lecture du Dictionnaire amoureux de la République. Et vous êtes à votre stand toute l'après-midi. Merci à vous. Et pour moi, c'est un grand bonheur de rencontrer le public. Il y a tout à l'heure un groupe de jeunes qui dit « Mais qu'est-ce que vous venez faire ?» Quel bonheur de retrouver année après année des gens qui viennent voir. Je vous ai lu, alors quand sort le premier, ça, je n'ai pas beaucoup aimé. Quand ils me disent ça. Mais voilà, c'est ça la vie.